Ne tirez pas! Surtout, ne tirez pas! C'est l'ordre que reçoivent les tireurs d'élite de la police suédoise alors qu'ils ont le doigt sur la détente. À travers leurs lunettes de précision, ils voient l'impensable. Un hélicoptère blanc en vol stationnaire au-dessus d'un dépôt de cash, des hommes masqués qui chargent des sacs de billets et une police nationale totalement impuissante. Comment est-ce qu'une équipe de braqueurs a pu transformer le ciel de Stockholm en zone de non-droit pendant 20 minutes? Pourquoi la police, avec tous ses moyens, a-t-elle été forcée de regarder le casse du siècle se dérouler comme une simple émission de télé-réalité? Ce matin de septembre 2009, ces hommes n'ont pas seulement volé 39 millions de couronnes, ils ont piraté la réalité. Ils ont utilisé des fausses bombes pour clouer les hélicos des flics au sol et des milliers de clous pour crever les pneus des voitures de patrouille. Mais le plus fou, ce n'est pas le plan, c'est le pilote. Parce que l'homme qui tient les commandes de cet hélicoptère au milieu des tirs potentiels n'est absolument pas celui que vous croyez. Et la raison pour laquelle la police n'a jamais retrouvé un seul centime du butin va vous prouver que, parfois, le crime parfait existe vraiment. Avant que l'hélico ne reparte avec la caisse, appuie sur le bouton s'abonner et le pouce. C'est gratuit, c'est légal, et contrairement à ce braquage, ça ne te vaudra pas 8 ans de placard. On décolle! Pour comprendre comment une telle folie a été possible, il faut remonter quelques heures en arrière. La plupart des braqueurs se concentrent sur une seule chose, comment entrer dans la banque. Les amateurs pensent aux armes. Les professionnels pensent à la fuite. Mais les génies pensent à l'ennemi. L'équipe qui a monté ce coup savait une chose cruciale. À Stockholm, la seule force capable de les intercepter rapidement, c'est l'unité aérienne de la police. Si l'hélicoptère de la police décolle, ils sont morts. C'est mathématique. Alors, vers 3 heures du matin, bien avant que le soleil ne se lève, des ombres se glissent près du hangar de la police à Meeting, sur l'île de Värmdö. Ils ne cherchent pas à affronter les flics. Ils déposent simplement un objet devant les portes du hangar. Une boîte. Avec un petit voyant lumineux qui clignote. C'est tout. Juste une boîte. Quand l'alerte sera donnée quelques heures plus tard, les pilotes de la police se précipiteront vers leur machine. Mais ils s'arrêteront net. Colis suspect. Protocole antiterroriste. Les démineurs doivent intervenir. L'hélicoptère de la police, le seul à tout mettre des forces de l'ordre, est cloué au sol par une simple boîte en carton et quelques fils électriques. C'est ce qu'on appelle un échec et mat avant même d'avoir bougé le premier pion. Mais qui sont ces types? Qui a l'intelligence tactique de neutraliser une force de police nationale? Retour à 5h15. L'hélicoptère, un Bell 206 Jet Ranger volé quelques heures plus tôt à Norrtälje, étant stationnaire au-dessus du dépôt G4S. À l'intérieur du bâtiment, c'est la panique. Les employés déclenchent les alarmes silencieuses. Le signal part immédiatement au central de la police de Stockholm. Sur le papier, le temps de réponse pour un braquage de ce niveau est de moins de 10 minutes. Les voitures de patrouille, sirènes hurlantes, foncent vers Västberga. Mais là encore, le piège se referme. Alors que les premières voitures de police approchent de la zone industrielle, elles commencent à zigzaguer. Les pneus explosent, les jantes crissent sur l'asphalte, les conducteurs perdent le contrôle. Sur toutes les routes d'accès, au carrefour stratégique, des complices ont semé des centaines de caltrops. Ce sont des herses, des petits tétrapodes en métal conçus pour qu'une pointe soit toujours dirigée vers le haut. La police est paralysée. Les hélicos sont bloqués par une fausse bombe, les voitures sont bloquées par des clous. C'est une zone de guerre où l'ennemi a coupé toutes les lignes de ravitaillement. Les braqueurs ont créé une bulle temporelle, ils sont seuls au monde, en plein cœur de la capitale suédoise. Pendant que la police change ses roues, sur le toit, c'est de la chirurgie lourde. Le dépôt G4S est un bunker. Murs épais, portes blindées. Mais comme l'étoile de la mort dans Star Wars, il a un point faible. Une faille architecturale que les braqueurs ont repérée sur les plans ou via Google Earth. L'atrium. L'hélicoptère ne se pose pas vraiment. Il reste en vol stationnaire, patins frôlant le toit. 3 hommes sautent. Ils ne perdent pas de temps à crocheter. Ils sortent les masses. Bam! Le verre renforcé se fissure. Ils finissent par le briser et jettent une échelle. Ils descendent directement dans la salle des opérations.
Imaginez la scène pour les employés. Des hommes en cagoule, armés de fusils d'assaut et d'explosifs, qui tombent littéralement du ciel. Les employés courent se réfugier dans des pièces sécurisées. Ils sont terrorisés, mais ils sont saufs. Les braqueurs ne les chassent pas. Ils ne sont pas là pour tuer. Ils sont là pour le cash. Et du cash, il y en a. Des montagnes, des palettes de billets de banque suédois qui attendent d'être distribués dans les distributeurs automatiques du pays. Mais ils ne peuvent pas tout prendre. Ils n'ont pas un camion. Ils ont un hélicoptère léger. Chaque kilo compte. Ils doivent choisir les plus grosses coupures. C'est une course contre la montre, mais aussi une course contre le poids. À 5h25, soit 10 minutes après le début de l'assaut, des unités de police arrivent enfin à pied autour du bâtiment. Ils sont là. Ils voient l'hélicoptère sur le toit. Ils entendent les scies circulaires à l'intérieur qui découpent les cages de sécurité. Ils ont des fusils. Ils ont des tireurs d'élite qui se mettent en position. Ils ont le visuel. La question que tout le monde se pose, pourquoi ne tirent-ils pas? C'est le dilemme moral et tactique. L'hélicoptère est en mouvement. Tirer sur le pilote, c'est risquer que l'appareil s'écrase sur le bâtiment, tuant les otages à l'intérieur et provoquant une explosion massive. Tirer sur les rotors, même risque. Et surtout, les braqueurs ont pensé à tout. Ils savent que la police suédoise a des règles d'engagement très strictes. Tant qu'ils ne tirent pas sur les flics hésiteront à tirer les premiers dans une zone urbaine dense. Les policiers au sol sont furieux. Ils hurlent dans leur radio. Ils demandent l'autorisation d'engager, mais la hiérarchie refuse. Ils sont spectateurs de leur propre humiliation. Ils regardent les sacs blancs remplis d'argent être hissés par des cordes vers l'hélicoptère, un par un. C'est une image surréaliste, comme un déménagement. Sauf qu'ils déménagent 39 millions de couronnes. À 5h35, après 20 minutes intenses, l'hélicoptère remet les gaz. Il est lourd, chargé à bloc. Il disparaît dans l'aube naissante, laissant la police au sol, au milieu de ses voitures crevées. Mais rappelez-vous de ma question du début. Qui pilote? Ce genre de manœuvre demande un expert, un ancien militaire, un pilote de ligne corrompu? La police va mettre des semaines à remonter la piste, et la vérité est digne d'un film. Le pilote s'appelle Alexander Eriksson, et ce n'est pas un gangster, en tout cas pas en apparence. C'est un producteur de télévision, un type connu dans le milieu médiatique suédois. Il a 34 ans, il est charismatique, il a tout pour lui. Mais Alexander a un secret. Il a perdu sa licence de pilote quelques années plus tôt, après avoir été arrêté pour possession de drogue. Il a des dettes, et surtout, il a un goût prononcé pour l'adrénaline. Il a été recruté par le crime organisé serbe, la fameuse Brotherhood, non pas pour ses muscles, mais pour ses mains. Ses mains capables de maintenir un hélicoptère stable au-dessus d'un toit, pendant que des hommes montent et descendent des charges lourdes. C'est lui, le maillon faible et le maillon fort. C'est son talent qui a rendu le coup possible, mais c'est aussi par lui que l'enquête va avancer. Pourquoi? Parce qu'il s'est blessé à la main lors du vol. Une petite coupure insignifiante qui laissera une trace ADN. L'hélicoptère atterrit quelques kilomètres plus loin, dans une zone boisée près d'un lac. Ils abandonnent la machine. Ils montent dans des voitures relais qui n'ont pas les pneus crevés, elles, et ils disparaissent. La police finira par arrêter 7 hommes. Alexander Eriksson prendra 8 ans de prison. Le cerveau présumé, un homme méticuleux d'origine serbe, sera aussi condamné. La justice a fait son travail, plus ou moins. Mais il reste une question sans réponse. Celle qui vaut 39 millions. Sur les 39 millions de couronnes volées, environ 4 à 5 millions d'euros à l'époque, combien ont été récupérés? 0, ou presque. L'argent s'est volatilisé. Les enquêteurs pensent que les sacs ont été remis à une 3e équipe dès l'atterrissage dans la forêt, partie dans une direction opposée. Peut-être que l'argent est enterré quelque part dans les forêts suédoises. Peut-être qu'il a été blanchi dans des bars à Belgrade ou des hôtels en Espagne. Les braqueurs ont purgé leur peine. Aujourd'hui, ils sont libres. Et quelque part, il y a un tas de billets qui attend. Ils ont réussi le coup parfait. Ils ont humilié le système, ils ont survécu et ils ont gardé le butin. Le braquage de Västberga a changé la Suède.
Les dépôts de cash ont renforcé leur toit. La police a acheté ses propres hélicoptères blindés disponibles 24 heures sur 24. Mais le mal était fait. Ils ont prouvé qu'avec assez d'audace, un chronomètre et un hélico volé, on pouvait transformer la réalité en jeu vidéo. Voilà comment on vole 39 millions en 20 minutes sans tirer un seul coup de feu. Si vous savez où est l'argent, ne le dites surtout pas en commentaire, le fisc nous regarde. Par contre, si vous voulez d'autres histoires de casse légendaires, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche, sinon je viens me poser en hélico sur votre toit ce soir. À la prochaine!